et merci à ceux qui nous suivent en direct pour ce conseil municipal du 25 septembre 2023. Donc, je vais faire l'appel. Cathy Nicolaou-Verdonnet. Présente. Éric Marchand. Véronique Paco. Gauthier Jiménez. Françoise André. Présente. Métine Albera qui est excusée. On pense à lui qui, à tour de rôle, il y a des angines ou autres qui traînent. Et m'a donné pouvoir. Monique Gatier, qui est revenue, elle, de ce roulement, présente. Patrick Cailleux est en retard. Le temps qu'il arrive, le pouvoir est donné à Gilbert Darroux. Roger Vernet. Marie-Claire Tellier est excusée, a donné pouvoir à Roger Vernet. Gilbert Darroux. Jean-Louis Cormier est au SMEMAC, une commission d'appel d'offres, je pense. Et donc, le temps qu'il arrive, il a donné pouvoir à Éric Marchand. Alain Dichand. Didier Devoucou. Francette Gibels. Stéphane Fabre a donné pouvoir à Céline Goudier-Posva. Sarah Pignolet-Defresne. Céline Goudier-Posva. Sandrine Gassier. Anaïs Pelu. Marc Van Veen. Yann Barou a donné pouvoir à Françoise André. Vincent Vautrin. Jean-Louis Guillon. Bérangère Graillot a donné pouvoir à Véronique Paco. Simon Jacquemin est excusé, a donné pouvoir à Cathy Nicolaou. Catherine Leflon est excusée, a donné pouvoir à Frédéric Brochot. Catherine Leflon est excusée, est à donner pouvoir. Florence Garnier. Frédéric Brochot. Angéline Gorini. Michael Guigeot. Anatole Sago. Merci beaucoup. Je fais circuler la feuille de présence. Et donc nous commençons par l'approbation des procès-verbaux des conseils municipaux des 4 avril 2022, 1er juillet 2022, 3 juillet 2023. On rattrape à une allure effrénée notre retard sur les procès-verbaux. Y a-t-il des observations sur ces 3 procès-verbaux ? Pas d'observation, donc je propose d'approuver ces procès-verbaux. Je ne sais pas d'ailleurs s'il faut un vote. Les actes accomplis, donc on avait proposé de ne pas forcément les lire in extenso pour gagner un petit peu de temps, économiser un peu la voix des conseillers. C'est le rapport donc 1.2 du 13 juin 2023 au 26 août 2023 sur les actes accomplis. Y a-t-il des questions, observations ? Anatole Sago. Oui, merci. Juste 2-3 petites questions. La première concernant les décisions de 156 à 160, qui concerne les contrats de location. Il est indiqué que les loyers entre le 1er juillet et le 30 septembre sont gratuits. Absolument. On voudrait juste avoir l'explication à cette gratuité. D'accord. Je pose tout de suite les autres questions ou... Je vais répondre à celle-là. Donc, donc ce sont les logements des gardiens ou anciens gardiens qui étaient agents de la ville ou qui sont toujours agents de la ville. Donc nous avons passé une délibération début de cette année pour remettre les choses dans l'ordre, vous vous en souvenez, c'est-à-dire que les agents qui ont une nécessité absolue de service, par exemple on a mis le cimetière, c'était un choix à un moment d'ailleurs on avait où il y avait en France des gens qui s'amusaient à détériorer les cimetières, on avait mis le golf d'ailleurs à un moment aussi où on avait on n'aurait peut-être pas, enfin ça peut évoluer, c'est une liste qui peut évoluer, il y a des gardiens du musée, etc. Donc ces agents qui ont des suggestions particulières sont logés, mais pas à titre gratuit, puisqu'il est interdit de loger à titre gratuit, donc sont logés à un prix inférieur au prix du marché. Et ensuite, il y a des agents qui n'ont pas de nécessité absolue de service. Dans certains cas, ils pourraient tout à fait exercer leurs fonctions sans être sur place. Et donc, dans ce cas-là, ils ont un loyer qui correspond à peu près au prix du marché. Donc, c'est
ça a été pas simple parce que c'est pour certains des gens qui depuis plusieurs années, la loi a changé dans les années 2012 et on s'était pas conformé. Donc c'est des gens qui depuis plusieurs années ne payaient pas nécessairement de loyer. Certains payaient des charges, d'autres non. Donc il a fallu harmoniser et certains gardiens, souvent c'est pas les plus hauts salaires de la collectivité, nous ont demandé un délai pour pouvoir régler leur situation financière et être en mesure de payer le loyer. Et donc on a prolongé la situation antérieure jusqu'au 1er octobre, donc ça commence là la semaine prochaine, où à partir du 1er octobre, donc on va percevoir les loyers qui étaient prévus par délibération. Donc on a donné un délai de grâce de 3 mois pour permettre, c'est 3 mois je crois, pour permettre à ces personnes de se mettre aux conformités. Et puis ensuite, ceux qui le devaient ont signé des baux de 6 ans, ceux qui ont des contrats, des obligations particulières, du coup, ont des occupations de domaine public avec des redevances correspondant du coup à une valeur inférieure au prix de marché. Voilà pourquoi on a mis ça en place. Et donc au 1er octobre, on aura basculé dans le nouveau système de logement des agents de la fonction publique, qu'ils aient ou non une nécessité absolue de service. Merci pour les précisions. Du coup, il y a une deuxième question qui concerne les logements de fonction. Oui. Est-ce qu'il y a eu des ajustements de charges les dernières années, compte tenu de la hausse du coût de l'énergie ou... Alors, je crois que Céline Lenoble est là. Selon certains logements sont forfaits et d'autres sont au réel. Certains ne payaient aucune charge pour le moment. Donc voilà, je répète pour ceux qui n'auraient pas entendu. Donc un certain nombre de ces agents ne payaient pas de charges et donc la plupart du temps un forfait est établi qui sera révisé en fonction d'indices de coûts de la construction ou d'inflation. Il est notamment aussi écrit que les abonnements type téléphone, internet seront pris en charge directement par les personnes. Dans certains cas, par exemple, l'eau est pris en charge directement par la personne. Dans d'autres cas, c'est une redevance forfaitaire. Donc voilà, on va essayer de l'équilibrer aussi avec la consommation réelle. Bon, dans un premier temps, on a essayé d'être dans la légalité, mais en ne donnant pas un coup de massue à ces agents qui se retrouvaient bien malgré dans une situation qui était obsolète au vu de l'évolution de la législation. Donc voilà, je regarde un petit peu. Dans certains cas, il y a 300 € de charge d'eau. Dans d'autres cas, le compteur est à la charge de l'occupant. Les logements sont vraiment très divers, hein, entre le centre social Simone Veil et le gardien du cimetière. Et donc ça fait des charges et des situations différentes. Il y a d'autres questions? Une dernière sur la décision 190, c'est pour quelle assoce? La décision 190, donc c'est le local à Saint-Andoche. Donc le bâtiment K est en arrêt d'exploitation. Il a servi, donc il est en arrêt d'exploitation depuis environ 18 mois. Il a servi avant une association cultuelle qui du coup a résilié son bail. Et on avait un problème de trouble à l'ordre public. Oui, on peut dire on avait un problème de trouble à l'ordre public à Saint-Andoche avec des jeunes adultes qui traînaient en bas des halls. Et donc en lien avec la gendarmerie et l'OPAC, on a fait le pari d'organiser ces jeunes en association et de leur mettre à disposition ce pied d'immeuble en fait qui était vacant suite au déménagement de l'association cultuelle.
Et donc c'est un pied d'immeuble qui est en visu direct de la voie publique. Pas très éloigné de l'endroit où les jeunes avaient l'habitude de se retrouver, mais du coup sans trouble pour les locataires puisque le bâtiment est en arrêt d'exploitation. Et il est dans le programme de démolition, donc ça peut être que temporaire, on espère. Enfin, on fait tout un travail social pour que ces jeunes qui pour certains sont un peu en rupture se réinsèrent par le travail notamment et que finalement il n'y ait plus besoin d'avoir ce local. Et donc voilà, donc l'association dispose de ce local pour un bail d'1 an. Et pour l'instant, il est à titre gratuit, mais après, il faut qu'il se structure pour pouvoir, comme d'autres associations, éventuellement être éligible à une subvention et payer leur loyer dans une logique d'autonomisation de ces jeunes qui troublaient l'ordre public. Et visiblement, selon nos services animation jeunesse, selon l'OPAC et selon la gendarmerie, ça a quand même bien amélioré, bien assaini la situation en bas de ces blocs. Donc à suivre. Et il y a un règlement qui est assez strict sur des horaires d'ouverture, de fermeture, sous peine de remise de clés. Donc pour l'instant, le règlement est respecté. Mais ça fait partie de ces locaux jeunes, un peu comme on a le City Stade à Saint-Pantaléon, en autogestion dans un but de tranquillité publique. Alors, je vous propose de passer au rapport 1.3. Il manque... la CGT n'est pas encore arrivée. Ah oui. Ben, je pense. T'as eu des infos que... On va attendre un peu. Il a dit qu'il n'avait pas forcément d'impératif, donc... alors, rapport activité GRDF sur l'année 2022, Françoise André. Oui, merci Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Vu le rapport d'activité 2022 de GRDF joint en annexe, considérant que le contrat de concession signé avec GRDF pour une durée de 30 ans a pris effet le 1er octobre 2019, considérant que l'ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 relative au contrat de concession publique impose au délégataire la production d'un rapport annuel, considérant que ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique, considérant que 5 685 clients sont desservis par le réseau de gaz sur Autun, le linéaire de réseau représentant en totalité 95 km, sur l'année 2020, 138 gigawattheures de gaz ont été acheminés. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport d'activité de GRDF pour l'année 2022. Le rapport sera consultable par le public à la direction des services techniques située 36 rue de Parpa, ainsi que sur le site internet de la ville. Merci beaucoup. Sur ce rapport d'activité, y a-t-il des questions ? 95 km de réseau. Pas de questions. Je vous propose de passer au rapport sur la DSP, sur l'assainissement, notre dernier rapport. Roger, donc il revient à toi l'honneur de présenter historiquement pour la dernière fois le rapport de DSP d'assainissement de la ville d'Autun. Merci, monsieur le maire. Bonsoir à tous. La délégation de service public d'assainissement collectif est en vigueur depuis le 1er janvier 2017. La société Veolia Eau a été retenue pour un contrat en affermage d'une durée de 15 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2031. Ce contrat prévoit notamment un îlot concessif avec environ 770 000 € de travaux sur les réseaux et de nouvelles obligations pour le fermier. L'ordonnance 2016 du 29 janvier 2016 relative au contrat de concession ainsi que le contrat d'affermage du service public
impose au délégataire la production d'un rapport annuel. L'article 2224-5 du Code général des collectivités territoriales impose la présentation d'un rapport relatif au prix et à la qualité du service public d'assainissement collectif. Ce rapport a été établi à partir du rapport annuel produit par Veolia Eau. Il comprend les éléments prévus par la loi: présentation générale du service, résultats, indicateurs, performances, statistiques. En 2022, 1 832 572 m3 d'effluents ont été traités par la station d'épuration de la ville d'Autun et 684 351 m3 ont été facturés. Le nombre d'abonnés a de nouveau augmenté en passant de 6 206 en 2021 à 6 285 en 2022. Le 1er janvier 2023, le prix de l'assainissement collectif est de 2,72 € TTC le mètre cube. Il est proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport annuel 2022 de délégataire en matière d'assainissement collectif et du rapport de l'exercice 2022 relatif au prix et à la qualité du service public de l'assainissement collectif. Le rapport annuel du délégataire sera consultable par le public à la direction des services techniques située au 36 rue Parpa, ainsi que sur le site internet de la ville d'Autun. Donc c'est la dernière, puisque au mois de janvier, l'assainissement sera repris par le SMEVAC. Merci Roger. Merci également, et le PV est annexé aux membres de la commission consultative des services publics locaux, à laquelle participent des élus, mais également des représentants d'associations agréées, type Autun Morvan Écologie, l'Union fédérale des consommateurs UFC Que Choisir, et des syndicats dont Force ouvrière, représentée par Elidio Louro, ainsi que la coordination nationale des amicales de locataires de l'Autunois, qui sont régulièrement présents également à nos commissions. Sur cette délégation de services publics, le rapport annuel en termes d'assainissement collectif et le rapport sur le prix et la qualité du service public de l'assainissement collectif, y a-t-il des questions? Pas de questions. Je vous propose de passer à une convention de servitude avec Enedis. Françoise André. Considérant qu'Enedis entreprend des travaux électriques afin de raccorder des bornes de recharge électrique sur le plan d'eau du Vallon, considérant que ces travaux impliquent la création d'une servitude avec l'établissement d'une canalisation souterraine sur les parcelles E569 et E554, considérant qu'il est nécessaire de conventionner avec Enedis afin d'établir une servitude pour cette ligne électrique conformément au plan joint en annexe. Il est proposé au conseil municipal, article 1, d'approuver la convention de servitude avec Enedis sur les parcelles E569 et E554. Article 2, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup Françoise. On a signé pour d'autres parcelles, on a voté en tout cas pour d'autres parcelles une convention similaire avec la communauté de communes, puisque nous installons des bornes de recharge très rapides au niveau du parking du plan d'eau du Vallon. Et avec d'ailleurs, vous en souvenez, une convention d'occupation qui fait que la société qui commercialise ces bornes nous paye pour les installer. C'était un modèle qui était en vigueur jusqu'à récemment et maintenant les collectivités ne sont plus tellement sollicitées, elles sont même sollicitées plutôt pour payer. Donc on a fait le bon choix au bon moment de cette société Atlante qui va nous implanter des bornes et nous donner quelques centaines d'euros par an comme rétribution de l'occupation du service public. Enedis les raccorde en passant vers la piscine par des parcelles nous appartenant en partie, et cette convention de servitude
nous permet de formaliser ce passage de câbles électriques sur nos terrains. Sur cette convention de servitude avec Enedis, y a-t-il des questions? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote, pardon, c'est un vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Les travaux vont bientôt commencer. Et je vois qu'on rentre dans Action Cœur de Ville et que ça parle un petit peu de finances. Et j'ai oublié, j'aurais dû le faire plus tôt, mais je vous propose de vous présenter et d'applaudir notre nouveau directeur mutualisé des finances, ville, communauté de communes et centre intercommunal d'action sociale, monsieur Adel Carmous, qui va se lever et qui va remplacer Agnès Henriot, qui va prendre une retraite bien méritée dans quelques mois. Merci beaucoup Adel, on peut vous applaudir. Donc ils sont actuellement en tuilage et Adel aura donc la lourde responsabilité de mettre en œuvre, sous l'œil bienveillant d'Agnès Henriot, le budget 2024 de la ville d'Autun. On était sur Cœur de Ville et l'approbation du prix de vente de produits DIM, Cathy Nicolaou. Oui, du tuilage au filage, il n'y a qu'un pas. Filage, DIM. D'accord. Bon, vous auriez pu quand même esquisser un sourire. Fidèle à ce que nous avions annoncé effectivement lors de la création de la boutique #Autun qui vise à promouvoir le savoir-faire en Autun-Morvan, DIM va rejoindre donc la boutique rue au Cordier avec la mise en place d'un espace dédié. C'est la raison pour laquelle il est proposé au conseil municipal d'approuver la mise en vente dans la boutique #Autun avec les prix proposés dans le tableau ci-dessous sur les préconisations de la société DIM. Je vous laisse prendre connaissance des tarifs. Et donc, article 2, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup. Et donc, on va vendre un certain nombre d'articles fabriqués à Autun. Frédéric Brochot. Et il y a un micro d'allumé tout au fond, du côté, voilà. Frédéric Brochot. Je voudrais juste, par rapport à ça, c'est très bien que DIM soit dans cette boutique-là, boutique qui fait la référence des différentes entreprises d'Autun. Juste, donc là, c'est la ville qui achète. Donc, absolument. C'est la ville qui achète. Qui est-ce qui va revendre? Alors, donc effectivement, le montage est différent d'avec Nera et Tolix qui donc gèrent directement. La seule possibilité pour laquelle on a pu obtenir le fait que DIM place ses produits à Autun, c'est qu'on devienne revendeur. Donc on achète. D'ailleurs, on a acheté à un prix qui est inférieur à ces tarifs, avec un meuble. Donc on a acheté auprès de DIM directement. Et ça va être vendu par le vendeur mutualisé. Mais peut-être que Cathy, tu peux préciser justement ce montage sur... C'est exactement ce qui vient d'être... C'est exactement ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement, nous ne sommes que revendeurs, en quelque sorte. Donc, on a fixé les tarifs sans aucune marge, d'ailleurs, sur les préconisations de DIM. C'est le vendeur qui est mutualisé, en quelque sorte, qui s'occupera de ce meuble, parce qu'il s'agit d'un corner, simplement. Voilà. Tout simplement pour marquer la présence de la boutique DIM en centre-ville. C'est du domaine du symbolique. Les produits qui sont fabriqués à Autun, qui soient vendus dans la boutique Made in Autun. Donc, il n'y aura pas toutes les tailles, il n'y aura pas toutes les couleurs. L'idée, c'est pas de concurrencer la boutique d'usine, mais c'est de faire en sorte que quand des gens, des touristes ou autres, ou des familles viennent en disant, regardez, il y a Tolix, il y a Nera, on puisse aussi acheter des produits DIM, qui sont produits aussi à Autun. Voilà. Oui, c'est une simple vitrine, C'est une simple vitrine. Apparemment, c'est beaucoup. Enfin, je connais pas les termes, moi, mis à part les chaussettes, soquettes ou caleçons. Apparemment, c'est beaucoup de produits femmes. Mais ça ne me dérangera pas d'aller en acheter. C'est pas ça le problème. Pas pour moi, pour mon épouse. Mais sur ce qui est de la vente, en fait, le vendeur, vous allez reverser quelque chose au vendeur ou comment ça va se passer?
vu que c'est un vendeur... Ça, c'est une affaire qui est gérée par NERA uniquement. Mais il y a oui, c'est ça. Il y a juste une convention de rétrocession des recettes, mais quel est le sens de la question en fait, de savoir Ce que je veux savoir, c'est par rapport aux chiffres que la ville va faire, là, Oui. sur ses achats. Oui. La vente, elle va être faite par une tierce personne. Oui. Qui est un vendeur mutualisé avec DIM, avec... Donc vous rentrez dans la mutualisation. Est-ce qu'on va rétrocéder une partie de la marge pour payer le salaire du vendeur? Absolument pas. Non. Parce que C'est gagnant pour la ville, là. Donc. Ah bah bien c'est sûr. plutôt gagnant. Oui, en fait, Enfin, on a aussi, pardon Vincent, mais on a aussi un certain nombre d'accords où nous avons facilité l'installation de Tolix de NERA. Donc c'est un échange de bons procédés en quelque sorte. Bien sûr que c'est gagnant pour la ville. c'est-à-dire que Tolix et NERA y ont trouvé leur intérêt à cette boutique de centre-ville. Ils avaient eux-mêmes des boutiques, mais moins accessibles. Et là, ils y ont trouvé un intérêt qui leur permet de payer une partie du loyer, parce que le loyer, au départ, a été pris en partie par la ville et là reste assez bas, et qui leur permet de payer le vendeur. Et en fait, c'est un plus. Ça rapporte rien à NERA et à Tolix, mais ils sont d'accord. Le vendeur va pas forcément gagner plus de sous, mais je crois que ça l'intéresse aussi d'avoir un corner, voilà. Et nous, on va pas faire des recettes incroyables, hein, parce qu'on a acheté pour quelques centaines d'euros de produits et on compte pas en faire une machine à cash pour faire des recettes pour la ville, mais c'est vraiment à titre cosmétique et ça aurait été plus simple que DIM vende en direct et qu'il y ait la convention, mais c'était pas possible d'avoir 2 points de vente dans une même ville. Enfin, c'est très compliqué, donc on est passé, même pour être tout à fait transparent, par la branche pharmacie de DIM, c'est-à-dire celle qui vend les culottes de règles, et qui est un business qui explose. Et donc c'est cette branche-là qui nous vend ces produits fabriqués à Autun qu'on revend. Voilà. Mais on aura DIM, on aura le logo DIM, on aura un meuble DIM, on aura des produits fabriqués par des Autunois à Autun qui pourront être vendus à Autun en centre-ville. Voilà. C'était un peu le but. Savoir comment la mutualisation sur les ventes allait se passer. Ouais. Non, mais là il n'y a pas de. Après, ça peut se regarder parce que ça a amené certains des entre DIM et Tolix à se poser la question d'une présence plus forte en centre-ville. Tolix, par exemple, a ouvert une boutique éphémère à Paris il y a un mois pendant le salon Maison et Objets, vraiment très design, très très épuré, une galerie Tolix. NERA aussi voit qu'il y a un intérêt à être visible et pas très loin de l'usine, mais en même temps en ayant une grande visibilité. Donc c'est amené à évoluer probablement au cours de l'année 2024. Il n'est pas impossible que certains prennent leur indépendance et fassent leur boutique autonome, mais au moins vraiment on voulait faire cette boutique Made in Autun et peut-être qu'on ira chercher aussi un Nexence, même si on est quand même un peu en décalage sur les tourets avec des bas ou des tabourets, des chaises et des parapluies. Mais l'idée c'était vraiment de regrouper tout le monde et puis de faire la promotion de DIM en centre-ville. Une bagarre de longue haleine parce que ça a été très compliqué de convaincre tous les échelons d'avoir ce point de vente, et c'est vrai que c'est une solution un petit peu baroque, acheter à la branche pharmacie et être nous-mêmes revendeurs, mais j'espère que ça plaira aux touristes et puis aux Autunois de passage qui viendront dans les rues piétonnes puis que ça puisse un peu animer. On va aussi essayer sur l'année 2024 d'animer en termes événementiels cette boutique et puis ces produits fabriqués localement. Merci de la question. Donc je vous propose, effectivement c'est plutôt des produits féminins parce que c'est plutôt des collants. Il y a des spécialistes de DIM dans le public et dans la salle qui pourraient nous décrire exactement les produits qu'on va vendre. Mais en tout cas, rendez-vous je crois le 1er octobre pour l'ouverture officielle de la vente du corner DIM. Sur cette délibération, y a-t-il d'autres questions? Je propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. L'attribution du fonds de concours pour l'ophtalmo, c'est Francette Gibels. Merci, bonsoir à tous.
Considérant que dans le cadre de son programme d'Action Cœur de Ville, la ville d'Autun a développé une pépinière d'entreprise pour accueillir de nouvelles activités dans le périmètre de son centre-ville. À cette fin, la ville d'Autun a signé un bail pour aménager et louer des locaux situés au 27 avenue Charles de Gaulle afin d'accueillir la docteure André Serres, ophtalmologue. La docteure André Serres investit plus de 400 000 € dans ses différents équipements. Pour permettre cette installation, la ville d'Autun doit réaliser des travaux estimés à 80 000 € hors taxes. Considérant que la communauté de communes du Grand Autunois-Morvan, dans le cadre de sa compétence santé et de sa compétence en matière d'aide à l'immobilier, attribue à la ville d'Autun un fonds de concours représentant 50% du coût des aménagements, avec un plafond de 40 000 € pour permettre l'installation de cette professionnelle de santé. Il est proposé au conseil municipal, article 1, d'autoriser l'attribution d'un fonds de concours à la ville d'Autun de 50% du coût des aménagements qu'elle aura engagés, avec un maximum de 40 000 € hors taxes. Article 2, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup. Donc on a passé la même délibération au conseil communautaire. J'ai eu tout à l'heure l'avocat qui suit ce dossier parce que c'est aussi technique au niveau juridique, l'installation de professionnels de santé, qui m'indique que l'installation se fera courant octobre et que les dernières procédures d'inscription à l'ordre sont en train d'être menées à leur terme. Donc on s'est dépêché pour faire les travaux à temps. On avait peur de ne pas être dans les temps. Finalement, on aura fini un tout petit peu avant et c'est les procédures qui auront pris plus de temps. D'où aussi ce montage un peu inhabituel de fonds de concours entre villes et communautés de communes. 40 000 € chacun, mais je pense que l'intérêt des habitants, au-delà du fardeau et de qui porte quoi, d'avoir à Autun une ophtalmo qui s'installe, qui investit, qui est en lien avec le territoire, qui croit au territoire, qui d'ailleurs habite dans le territoire au sens large, prévalait et donc les investissements d'ailleurs qu'elle va faire elle-même sont vraiment importants par rapport à cette mise de départ effectivement d'installation d'un cabinet dans l'avenue Charles de Gaulle. Tout cela sera précisé dans le courant du mois d'octobre. Et donc il est proposé effectivement d'autoriser l'attribution d'un fonds de concours, donc celui de la communauté de communes à la ville d'Autun, nous-mêmes en fait ayant porté l'intégralité des travaux et la CCGAM nous rembourse la moitié. Sur cette délibération, y a-t-il des questions? Michael Guigeot? Oui, bien sûr, saluer cette installation qui va ravir des personnes comme moi, porteurs de lunettes. Parce que on a un ophtalmo à Autun, mais beaucoup de Thunois vont quand même à Châlons et à Dijon. Donc ça facilitera la vie de bon nombre de citoyens de la ville d'Autun et du territoire tout entier. J'élargirai mon intervention sur la santé à Autun, parce qu'on solutionne un des problèmes avec cet ophtalmo qui va s'installer sur le territoire. On sait très bien que le nombre de médecins traitants diminue et que de nombreux Authunois aujourd'hui sont sans médecin traitant, comme dans d'autres collectivités. Ce n'est pas spécifique à nous sur ce territoire. Je voulais savoir ce qui était entrepris là-dessus. On sait qu'il y a des collectivités qui paient des bourses pour que les futurs médecins s'installent sur le territoire. On le voit beaucoup dans les actualités. Je ne sais pas si c'est envisageable, en tout cas via le GAM ou via la ville d'Autun, et où en est également l'installation possible. Je sais que tu y travaillais sur la première année de médecine au campus connecté. Je crois que peut-être qu'il faut attendre un petit peu, mais que l'Université de Bourgogne est en contact avec la municipalité, en tout cas pour travailler sur ce sujet. D'autres questions sur la santé. On a lu dans la presse, notamment via l'intervention du député, la possibilité d'une périmaternité à Autun. Donc ce que j'ai compris, c'est que finalement, on aurait la maternité du Creusot et une espèce d'antenne à Autun. Où en est les discussions entre le ministère, la ville et l'hôpital. Et également la future méga-pharmacie du centre-ville. Est-ce que ça va signifier au bout du compte pour les Authunois qu'on aura une pharmacie de garde tous les dimanches? Merci Mickaël. Vous avez jusqu'à 23h. Alors, des questions importantes. Donc sur l'installation de médecins
On fait effectivement le maximum en lien avec le département et le centre départemental de santé pour recruter des médecins généralistes, également spécialistes. On est actuellement, et puis on fait tout avec France 7 et le docteur Jean-François Nicolas, maire d'Épinac, qui est vice-président à la santé et qui aussi se démène pour pouvoir attirer. Donc sur les médecins généralistes, il y a des pistes, notamment de médecins qui travaillent, qui sont en train de s'installer, qui travaillent en partie à l'hôpital et qui ont pour projet de s'installer plus durablement au libéral. Mais on va avoir de toute façon des départs en retraite assez importants et des arrivées qui vont pas forcément compenser, parce qu'aujourd'hui, pour un médecin de famille à l'ancienne qui part, il faut 2 voire 2 médecins et demi jeunes qui sont dans un autre arbitrage vie privée, vie familiale, et on peut pas leur jeter la pierre pour compenser. Un dossier a été déposé également pour l'extension de la maison de santé Michel Gipaud et justement l'accueil mutualisé de nouveaux professionnels. On est en lien sur les spécialistes avec un spécialiste, je me tourne vers Anne, qui est juste derrière moi. Voilà. Bon, mais je sais quel spécialiste c'est. On va pas forcément dire d'où il vient, parce que malheureusement c'est un jeu un peu à somme nulle. Là d'où il part, il enlève quelqu'un, et là où il arrive, il renforce, mais on n'en crée pas ex nihilo. Effectivement, il y a un projet d'installation d'un gynécologue en libéral, sachant qu'effectivement c'est la pénurie de gynécologues hospitaliers qui a conduit à une suspension de l'activité du plateau d'accouchement de la maternité d'Autun, avec y compris la difficulté de recruter des pédiatres hospitaliers. Donc ça, c'est pas facile, mais on a notamment à l'hôpital, vous avez pu remarquer que hors le sujet de la maternité, l'expression syndicale était en ce moment active, mais moins présente sur la question des recrutements, parce qu'il y a un certain nombre de recrutements qui sont en cours à temps partiel sur plusieurs sites, mais je pense qu'on enclenche une dynamique de nouveaux recrutements, notamment grâce à l'effort fait pendant presque 1 an par le docteur Nicolas et le couple de médecins biélorusses qui sont venus vraiment porter des services entiers par leur effort. La pharmacie de centre-ville, dont j'ai eu l'information il y a quelques jours qu'elle allait s'appeler la grande pharmacie Bonaparte, d'une part s'inscrit dans un centre de médical ou d'offre médicale et paramédicale plus important, qui est très attractif pour des professionnels de santé qui veulent s'installer. Et ça, on a déjà certaines touches de ce côté-là. C'est ce qui s'est passé à Roanne ou dans d'autres collectivités qui ont eu ce type d'implantation aussi. J'ai fait la demande effectivement à l'ARS que cela permette de revoir le mécanisme des gardes. Il faudra une concertation avec l'ensemble des pharmaciens pour faire en sorte que tous les week-ends, toute l'année, il y ait une pharmacie de garde à Autun, que ce soit celle-là ou une autre, et effectivement de ne pas être dans la situation dans laquelle on est parfois l'été, où la pharmacie de garde n'est pas sur Autun. Ce qui pose un problème quand les personnes sortent des urgences avec une ordonnance et qu'ils doivent aller prendre leur voiture pour aller chercher des médicaments. Donc Alors j'ai pas les plages d'ouverture encore. Non, j'ai pas. Mais oui, on a fait cette demande. Donc c'est assez formel. Il y a une consultation des pharmaciens. Je crois que les pharmaciens ne se battent pas pour être de garde actuellement, parce qu'il y a un chiffre qui est quand même peu élevé par rapport à l'effort, la présence et le coût du chauffage. Donc voilà. Mais oui, c'est quelque chose qui est plutôt bien parti. On fait effectivement tout ce qu'on peut. On est ZRR, donc on a des aides fiscales à l'installation. Et dès qu'on en attrape un, que ce soit un montage avec la communauté de communes où on va aménager nous-mêmes un cabinet, que ce soit un montage avec l'hôpital pour proposer une pratique entre l'hôpital et la ville, que ce soit un montage avec la clinique pour proposer en libéral et à la clinique, on est vraiment mobilisé pour avoir le maximum.
et aussi séduire les jeunes médecins. On avait fait la journée d'accueil d'intégration de l'ensemble des internes en médecine l'an dernier à Autun, et on va de nouveau recevoir des internes au prochain semestre. Il y a même, normalement, je croise les doigts, mais on me parle de manque de chambres pour avoir des internes. Donc on va se débrouiller, il n'y a pas de souci, mais ça veut dire que c'est plutôt positif. Alors que pendant plusieurs semestres, malheureusement, avec les difficultés de l'hôpital, on avait 0 interne ou très peu d'internes. Et là, à la fois chez les médecins libéraux et à l'hôpital, on a visiblement la pompe qui se réamorce. Donc c'est plutôt positif. Sur la maternité, il y a bientôt un comité de suivi de l'ARS avec les élus. Donc ce qui se met en place, c'est tout à fait effectivement une coopération avec le Creusot, Châlons, Dijon, Monceau et Nevers, avec une fédération médicale interhospitalière, du matériel commandé qui arrive, notamment sur le camion du SMUR obstétrical et sur la couveuse spécifique qui va dans ce camion. Les équipes se forment, les consultations avancées de spécialité se mettent en place également. La communication a commencé à la fois sur Autun et sur Château-Chinon, puisque l'antenne de Château-Chinon est complètement opérationnelle, avec du matériel neuf, et le professeur donc de Châlons qui vient, le chef du pôle femme-mère-enfant qui vient faire des consultations à Château-Chinon. Donc l'antenne est effective, et puis sur le centre de péri-maternité d'Autun qui suit les femmes et les enfants en proximité, y compris avec certains services de consultation avancée qui n'étaient pas là. Il se met en place. Le SMUR obstétrical aussi, qui sera pleinement, on va en avoir la confirmation pendant la réunion, qui sera pleinement actif et pleinement opérationnel à la fin de l'année. Il est déjà sorti plusieurs fois avec des retours d'expérience qui se font, et plutôt des bons retours. Et puis, ce qui se met en place également, c'est l'accueil hôtelier dans les hôpitaux conventionnés, qui permet effectivement de pouvoir préparer son accouchement au plus près et ne pas être dans la panique de prendre le volant au dernier moment en étant à plus de 45 minutes d'un établissement. Donc les choses se mettent en place avec un travail remarquable des équipes, que ce soit Autun, Châlons, le Creusot, et une vraie coopération avec le Creusot qui est en train de s'approfondir entre les professionnels et les sages-femmes pour justement créer une équipe commune, parce que on le sait et on l'a vu avec Parel Monial, on leur souhaite de pouvoir au plus vite se rétablir, mais les petites maternités qui font peu d'accouchements et où il y a peu de médecins et où le nombre de gardes de nuit est très important deviennent extrêmement fragiles. Et il suffit d'un médecin malade, c'est le cas à Parel Monial, ou qui est absent de manière subite, ça a été le cas pour nous fin décembre, pour que l'activité s'arrête tout de suite et éventuellement ne reparte pas. Et donc il est absolument indispensable de effectivement travailler avec le Creusot, qui est aussi dans la catégorie entre guillemets des petites maternités, mais aussi avec Châlons. J'en terminerai par là, des premiers chiffres que nous avons, dus à la forte dénatalité observée encore cette année, les 250-300 naissances qui sont recensées sur le bassin n'ont pas surchargé les autres services, puisque de manière générale on est à moins 10% de naissances sur l'année par rapport à l'an dernier. Et donc voilà, on aura un comité de suivi. J'ai reçu un mail tout à l'heure, je crois que les collègues ont dû le recevoir aussi, pour faire le point sur ce nouveau modèle qui d'ailleurs se déploie dans un certain nombre de maternités qui n'arrivent plus à recruter des médecins qui souhaitent ou qui sont volontaires pour faire des gardes de nuit à répétition, et donc qui basculent sur le modèle autunois, comme on l'appelle, de péri-maternité avec SMUR obstétrical. Voilà, je crois que j'ai répondu à l'ensemble des questions. Oui, pardon. Sur la bourse pour les étudiants en médecine, est-ce que vous seriez prêt à mettre en place ce dispositif qui se fait ailleurs? Et sur la première année
médecine en visioconférence via le campus connecté. Quelles nouvelles as-tu? Sur la première année, on est toujours en train de se battre et on avance, on recule, on essaie de pas froisser les susceptibilités parce qu'il y a beaucoup de susceptibilités dans ce domaine-là. Nevers a ouvert la sienne il y a 4 ans, Auxerre cette année. On est positionné pour être dans la suite et bien positionné. Avec en même temps l'avantage, l'argument d'offrir des locaux neufs, puisque dans les prochaines semaines, les travaux vont commencer sur l'ancien hôpital, et là, on aura des locaux en centre-ville, neufs, pour accueillir le campus connecté et la première année d'études de médecine. Donc c'est un argument très fort, et j'espère qu'il sera entendu. Et sur les bourses, on est prêt à un médecin qui s'installe, il y a eu le cas récemment. On lui ouvre les bras et on est prêt à tout pour lui. Après, on n'a pas de bourse au sens strict, mais finalement 80 000 € de travaux dans un cabinet aux frais de la collectivité pour que la médecin puisse s'installer, c'est quasiment 80 000 € de bourse. On a aussi des jeunes qui sont en train de passer leur thèse et de devenir médecins et qui nous demandaient est-ce que vous pouvez nous fournir des locaux? Oui. Est-ce que vous pouvez nous fournir des terrains pour qu'on construise notre maison de santé? Oui. Est-ce qu'on peut travailler en parallèle à l'hôpital et en libéral? Oui. Est-ce que on pourrait intégrer une maison de santé existante? Oui. Est-ce que vous pourriez nous aider à prendre en charge une partie du loyer pendant un certain moment si on prend un cabinet en centre-ville? Oui. Est-ce que vous pouvez nous demander si à Mediprix ils auraient de la place pour nous avec un tarif sympa? Oui. C'est oui surtout. Et donc si on n'a pas encore eu le cas de gens qui arrivent en disant si vous nous donnez 100 000 €, on s'installe. Ce sera peut-être un cas de conscience qu'on aura et ce sera peut-être d'autres délibérations au conseil municipal. Mais aujourd'hui, on dit oui à tout. Et souvent, les demandes sont plus sur les conditions d'exercice, sur l'exercice mutualisé, sur des cabinets en centre-ville ou en lien avec la clinique, sur des équipements, sur le fait d'avoir une patientèle, que d'avoir du cash directement, mais ça peut tout à fait s'étudier. En tout cas, on a fait un gros travail d'accueillir tous les internes en médecine. J'ai vu que le département a aussi organisé un gala sur le territoire où tous les internes en médecine de Bourgogne en Franche-Comté sont venus. On essaye de se positionner et puis on réfléchit même à améliorer encore les conditions d'accueil sur l'Éduenne, qui est aujourd'hui le logement donc en face de l'Hexagone des internes. On a fait des travaux importants pour faire des chambres sympas. On a rebudgété des travaux qui vont commencer pour aménager un nouvel étage et faire une sorte de colocation étudiante finalement, qui puisse être un peu festive à l'image des étudiants en médecine. Donc on est prêt à toutes les solutions et on est à l'écoute de tous les jeunes professionnels qui veulent s'installer sur le territoire, sachant que tous les territoires se battent et la situation ne s'améliorera malheureusement. Enfin, aujourd'hui c'est un jeu à somme nulle, on pique ceux des autres. Il y a une forme d'enchère aussi, surtout dans certains établissements de santé privés. Et on aura une démographie médicale qui reviendra plus rationnelle uniquement dans plusieurs années. Mais on est tout à fait, et si tu connais un jeune médecin qui veut s'installer, qui veut qu'on lui donne une bourse, sinon il va ailleurs, on lui donne la bourse. Je pense que vous devriez le formaliser, en tout cas pour 1 ou 2 bourses, en tout cas que la ville d'Autun propose, je sais pas, 1, 2 bourses à de futurs étudiants en médecine. Pour le coup, ce serait communauté de communes. Oui. On peut cofinancer. Voilà, mais je pense que le docteur Nicolas serait pas opposé avec France 7. Il parle couramment le médecin. Angéline aussi, évidemment. Je pense que toute idée est bonne à prendre. Dans l'immédiat, ce sera les travaux sur les duènes, mais s'il y a une proposition au conseil communautaire de mettre des sous, des bourses pour qu'ils viennent nous rejoindre à la ville, à l'hôpital, qu'on leur mette à disposition une maison, enfin, ce sera oui. Et la ville aidera, mais effectivement, c'est une compétence communautaire. Et on se bat vraiment tous côte à côte avec l'ensemble des élus pour que ça puisse bien se passer, l'ensemble des maires, et puis
les professionnels de santé qu'on a la chance d'avoir élus dans nos conseils municipaux et communautaires pour aller à la chasse aux médecins. Et parfois, il nous arrive de manière un peu providentielle, j'allais dire. C'était le cas du docteur André, c'est le cas du gynéco, qui vont, j'espère, du coup, ouvrir en centre-ville dans les prochains mois ou les prochaines semaines pour l'ophtalmologue. Voilà. Sur du coup cette question pour recevoir 40 000 euros, donc là on parle simplement de recevoir 40 000 euros de la communauté de communes pour compenser une partie de nos travaux. Francette, tu voulais dire quelque chose? Non. Donc est-ce que qui est contre, qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie et vous serez tous et toutes invités au pot que nous allons organiser en l'honneur de cet ophtalmo, puisque la déontologie lui interdit de le faire elle-même. Et ben on le fera à sa place et on lui souhaitera bienvenue à Autun dans les toutes prochaines semaines, courant du mois d'octobre, m'a dit encore tout à l'heure son avocat. Je vous propose de faire les affaires foncières et puis ensuite peut-être une pause si on est un peu long. Alors, affaires foncières et Patrick Cailleux qui nous a rejoint. On va nous parler de sa rue préférée d'Autun, l'allée Marcel Pep. Merci Monsieur le maire. Bonjour chers collègues. Donc affaires foncières, désaffection et déclassement de l'allée Marcel Pep. Considérant que M. Panel a saisi la commune pour lui céder une partie de 116 mètres carrés du domaine public allée Marcel Pep et cadastré 467, bulletin officiel numéro 204, considérant que cette entreprise foncière n'est pas affectée à l'usage du public et n'a pas d'utilité publique, il est proposé au conseil municipal, article 1, d'approuver la désaffection du domaine public d'une partie de 116 mètres carrés située allée Marcel Pep et correspondant à de l'espace vert sur la parcelle actuellement cadastrée 467 BO numéro 204. Cette emprise foncière n'est pas affectée à l'usage du public. Article 2, d'approuver le déclassement du domaine public communal de cette partie de 116 mètres carrés située allée Marcel Pep. Article 3, d'intégrer cette emprise foncière référencée dans l'article 2 dans le domaine privé de la ville d'Autun. Article 4, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup. Et donc, je plaisantais sur les Marcel Pep, mais c'est notamment avec ton action que nous avons mis des lampadaires solaires sur cette belle allée qui permet à pied, à vélo ou en fauteuil de rejoindre depuis Saint-Pantaléon le lac d'Autun. Et donc, nous déclassons une partie des terrains jouxtant cette allée pour le céder à un voisin qui en a l'utilité, alors que nous ne l'avons pas. Nous n'en avons pas, et donc il faut le sortir du domaine public pour pouvoir le vendre. Et donc il vous est proposé effectivement de le désaffecter du domaine public et de le déclasser, désaffecter donc du domaine public effectivement, et ensuite de le déclasser pour le faire rentrer dans le domaine privé communal afin de pouvoir le vendre. Sur cette délibération, y a-t-il des questions? Pas de questions, je propose de passer au vote. Des oppositions, des abstentions, unanimité, je vous remercie. Et pour la cession, du coup, maintenant que c'est dans le domaine privé de la ville, Patrick Cailleux. Oui, donc cession du terrain allée Marcel Pep. Considérant que la mairie d'Autun est propriétaire d'une partie de terrain situé allée Marcel Pep, cadastré 467 BO numéro 204, considérant que ce terrain en espace vert a été préalablement désaffecté et déclassé du domaine public, considérant que Madame Delphine et Monsieur Paul-Marie Panel ont fait part de leur souhait d'acquérir ce terrain afin d'agrandir leur propriété pour une superficie de 116 mètres carrés au tarif de 1 500 €, considérant qu'un découpage cadastral est effectué par un géomètre expert, considérant que les frais d'acte et de géomètre seront à la charge de l'acquéreur, il est proposé au conseil municipal d'approuver la cession de 116 mètres carrés du terrain en espace vert, cadastré 467 BO numéro 204, situé allée Marcel Pep, préalablement désaffecté et déclassé du domaine public, à Madame Delphine et Monsieur Paul-Marie Panel pour la somme de 1 500 €. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant.
Merci beaucoup. Et donc, effectivement, ces voisins auront la jouissance, si vous en êtes d'accord, d'un parcelle d'environ 11 mètres sur 11 mètres au prix de 1 500 € pour agrandir, je crois, leur jardin sur un terrain qui était jouxtant l'allée Marcel Pep, mais qui n'est pas dessus. On pourra quand même continuer à, évidemment, déambuler sur cette allée. Pour la somme de 1 500 €, y a-t-il des... Et l'estimation de domaine, d'ailleurs, était, on peut le dire maintenant, de 1 400 €. Et donc, nous vendons à un prix supérieur à l'avis des domaines. Y a-t-il des questions sur cette cession à 1 500 €? Des oppositions, des abstentions, unanimité, je vous remercie. Nous passons à un terrain rue Carillon. Françoise André. Considérant que la commune est propriétaire d'une parcelle cadastrée AC 322 située rue Carillon, comprenant notamment un terrain en espace vert et un garage, considérant que la totalité du terrain ainsi que le garage n'ont pas d'utilité pour la collectivité, il a été proposé de mettre en vente une partie de cette parcelle comme proposé dans le plan joint en annexe. Considérant que la commune a reçu plusieurs offres et a rencontré plusieurs porteurs de projets, il a été décidé de proposer au conseil municipal l'offre financièrement la plus avantageuse et le projet s'intégrant au mieux dans son environnement. Considérant que M. Philippe Lamberger propose d'acquérir le terrain d'une surface d'environ 700 m² à définir par un géomètre expert au prix de 24 000 € pour la construction d'habitations en bois. Considérant que la libération du garage est effective au 1er octobre 2023, considérant que les frais d'acte et de géomètre seront à la charge de l'acquéreur, il est proposé au conseil municipal d'approuver la cession à M. Philippe Lamberger du terrain 6 rue Carillon, comprenant un garage sur la parcelle actuellement cadastrée AC 322 pour une superficie d'environ 700 m². Article 2, d'approuver cette cession pour un montant de 24 000 €. Article 3, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant ayant délégation à signer tout document s'y rapportant. Merci beaucoup. Et je vois que la valeur des domaines des services fiscaux avait évalué à 18 700. Donc là, on a eu plusieurs offres, il y a eu plusieurs tours de négociation et on vend à 24, qui est au-dessus de l'avis des domaines, ce qui est bien pour la commune. Sur ce terrain, situé 6 rue Carillon pour un projet de construction bois. C'est ça? Sur cette session, y a-t-il des questions, des oppositions, des abstentions? On l'avait déjà déclassé. Unanimité, je vous remercie. Acquisition d'un terrain, d'un étang à Fragny. Vu le courrier de Monsieur Russo pour la proposition d'acquisition à la mairie d'Autun, considérant que l'étang situé rue des Blanchots peut être un atout pour la défense incendie de ce quartier, même si on a encore beaucoup à faire pour améliorer la défense incendie de Fragny. Considérant que messieurs Nicolas Sylvain et Stéphane Russo, propriétaires de cet étang, ont fait une proposition à la mairie d'Autun pour l'acquisition de ce bien au prix de 17 500 €, que cet étang est cadastré parcelle G 372, que des aménagements seront nécessaires afin que ce point soit comptabilisé dans la défense incendie au niveau du service départemental d'incendie et de secours, que d'ailleurs ces aménagements permettront un meilleur accès au public, également puisqu'ils sont régulièrement organisés différentes activités conviviales et autres concours de pêche. Considérant que les frais d'acte sont à la charge de la ville d'Autun, considérant que les demandes d'évaluation concernant les projets d'acquisition sont obligatoires pour les montants supérieurs à 180 000 € et que, au vu de l'évaluation de nos services, la somme de 17 500 € est tout à fait correcte pour cet étang situé sur le hameau de Fragny, il est proposé au conseil municipal d'approuver donc l'acquisition de la parcelle cadastrée G 372
appartenant actuellement à messieurs Sylvain Nicolas et Stéphane Russo, situé rue des Blanchots pour une superficie de 3720 m², étant donné que la surface de l'étang est de 18 arts et 23 centiares. Approuver cette acquisition pour un montant de 17 500 € et autoriser monsieur le maire ou son représentant et en délégation à signer tout document s'y rapportant. Sur cet étang à Fragny, rue des Blanchots, y a-t-il des questions? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Affaire foncière 3.5, les biens vacants sans maître. Alors, on a déjà passé une première délibération. On vient de recevoir du service des domaines et du service fiscaux les potentiels biens agricoles vacants sans maître. Il y a à peu près 24 parcelles où on pourrait peut-être avoir des terrains agricoles sans maître, mais il faut vérifier un certain nombre de conditions. Et donc, au cours de ce travail, en lien d'ailleurs avec le CEREMA et les différents outils qui sont mis à notre disposition, notamment sur l'identification de la vacance foncière, nous avons identifié que au 47 rue de Paris, la propriété qui était celle de madame Jeanne-Madeleine Ruffin, épouse Guy Youssou, née en 1923 à Brion, décédée en 2010 à Autun. Et donc, madame Ruffin, de laquelle nous avons déjà intégré une propriété rue de Paris, dispose d'un garage, donc une parcelle AW 109, qui n'est pas un terrain d'habitation, qui est un simple garage, et que ce garage fait partie également de la succession qui était vacante depuis son décès, et donc que le bien est réputé vacant sans maître. Vous savez d'ailleurs, comme on l'avait dit, qu'il n'y a pas nécessairement besoin de délibérer, que l'acquisition par la commune est de droit, mais que le fait de délibérer permet plus facilement aux ayants droit de se manifester en contestation. C'est d'ailleurs ce qui se passera peut-être sur cette parcelle ou la parcelle suivante, K82, K83, au lieu dit les Moreaux, 73 route de Château-Chinon, qui était la propriété de M. Zanardo, décédé le 22 juin 1976 à Autun. Et jusqu'à présent, aucun successif ne s'est présenté. S'est présenté au sens juridique, c'est-à-dire n'a indiqué régler la succession pour réclamer son héritage. Et la jurisprudence nous incite à penser que là aussi, on est sur un bien vacant sans maître qui, en tout cas, pour ceux qui voient où c'est, est un bâtiment classé 8, donc masure, dans un terrain en friche totale, et que donc nous pourrions ainsi contribuer à remettre dans le circuit. C'est l'analyse en tout cas de notre service juridique. Il est donc proposé au conseil municipal, article 1, d'autoriser monsieur le maire à procéder à l'acquisition de ces 3 parcelles, en fait, qui reviennent de droit dans le Code général des collectivités territoriales à la commune, et de donner pouvoir à monsieur le maire ou à ses représentants pour prendre toutes les mesures, et ainsi que signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération concernant ces 2 biens vacants sans maître. Sur ces 2 biens, y a-t-il une prise de parole? Frédéric Brochot. Oui, je te l'avais dit, lorsque l'on s'est rencontrés, j'avais été assez surpris par rapport à la parcelle K82 et K83 appartenant à monsieur Zanardo, certes qui est décédé, lui, depuis 76. Et bon, il avait des enfants, il y en a un qui est décédé il n'y a pas très longtemps, un autre qui est toujours de ce monde, il y a des petits-enfants, et il y a une succession qui est en cours. Donc moi, je trouve assez quand même cavalier que l'on se mette sur ces parcelles alors qu'il y a une succession qui est en cours, que les notaires sont en train de faire leur travail. Certes, comme il peut y avoir des problèmes pour arriver à tout rassembler les pièces. J'ai pas pris de renseignements sur l'autre partie. Parce que c'est vrai que le nom Ruffin reste encore assez courant dans notre territoire. Mais moi, je souhaite que l'on se renseigne davantage
sur les biens sans maître, comme ça que l'on souhaite, que la ville souhaite acquérir, ou du moins être rétrocédé. Là, on est sur un cas quand même compliqué, où il y a, je le répète, une succession qui est en cours. Donc, moi, bon, sur le premier, j'y vois pas d'opposition. Sur le deuxième, moi, je demande, vu que là, même si on pourrait le faire sans vote, je demande un vote séparé. Donc, pour la première, ça serait pour nous favorable, mais pour la deuxième, on vote contre cette récupération, entre guillemets, du fait qu'il y a une succession. Et je trouve quand même que il y a des personnes qui ont travaillé, qui ont acquéri cette parcelle. Et il est logique que ça revienne à la famille avant d'être parti en bien sans maître, alors que, je le rappelle, il y a des échanges réguliers avec le notaire. Merci. Effectivement, je suis d'accord pour la proposition de faire 2 délibérations différentes. 2 délibérations. On rentre effectivement maintenant dans les cas les plus compliqués. Les premiers que nous avons eus avec les services fiscaux étaient assez évidents, puisqu'il n'y avait vraiment aucun héritier connu qui se manifestait, même si sur un cas, on avait quand même un arrêté de péril, un commerce qui du coup était toujours existant, qui ne payait plus son loyer, des travaux d'office qui avaient été faits par la mairie. On avait déjà dans la première vague des cas assez complexes. Sur cette deuxième vague, sur probablement une troisième vague, où effectivement c'était pas apparu immédiatement parce que c'était pas forcément évident. Moi aussi, il m'a paru assez surprenant de voir qu'on puisse finalement, d'une certaine manière, exproprier ou récupérer, même si la commune a toujours un droit d'expropriation pour cause d'utilité publique, mais récupérer des biens dont les successeurs sont potentiellement actifs, on va dire ça comme ça. Il est apparu dans nos recherches que le législateur a entendu, notamment dans le cadre d'Action Cœur de Ville et de l'ORT, qui maintenant concerne l'ensemble de la communauté de communes, ramener ces obligations de régler la succession de 30 ans à 10 ans, ce qui est très court. Alors là, on est sur 50 ans, mais 10 ans, ça paraît court, et c'est vrai que dans des cas comme la boulangerie, la médiévale, on peut se demander si il aurait fallu plus de temps. Bon, la loi, en tout cas, a donné aux communes la possibilité de mobiliser plus vite des biens qui étaient finalement vacants ou vides ou en état de déliquescence dû parfois à des conflits familiaux. Sur ce cas, effectivement, bon, sans rentrer dans les détails qui relèvent la vie privée des successeurs, mais le propriétaire légal est mort en 1976 et le droit considère que, effectivement, pour les successions ouvertes avant le 1er janvier 2007, il existe un délai de 30 ans pour exprimer un choix successoral. Passé ce délai de 30 ans, la succession est considérée comme non acceptée, ce qui équivaut à un renoncement de succession. Et c'est maintenant 10 ans pour les successions ouvertes après le 1er janvier 2007, notamment dans les communes Action Cœur de Ville. Le cas s'est posé assez récemment, il y a une quinzaine d'années, où la mairie de Draveil, en 2006, dans l'Essonne, a acquis 4 parcelles de plein droit d'une succession qui était non réglée depuis 52 ans. Et c'est après que, puisque les héritiers ont toujours la possibilité de faire valoir leurs droits, là dans les 2 mois sur cette délibération, mais également après, auprès du juge de l'expropriation, donc du juge civil, pour obtenir indemnisation. C'est d'ailleurs le principal risque qu'on a, c'est que si on le revend, par exemple, ou si on en jouit, que les héritiers, s'ils obtiennent gain de cause, et je vous présentais notre quasi-certitude que ce ne sera pas le cas, finalement nous oblige à rembourser ce qu'on aurait eu comme gain monétaire à la suite de
de cette recherche de biens vacants sans maître. Et donc les héritiers à l'époque avaient développé ces arguments en disant que eh bien, les héritiers étaient connus, actifs, qu'ils s'étaient fait connaître auprès des notaires, qu'ils s'étaient fait connaître auprès de la mairie, qu'ils avaient par le passé réglé une partie des impôts locaux. Eh bien, ces personnes ont été déboutées par le juge de l'expropriation en première instance, en appel, et il y a un jugement donc de la Cour de cassation au 3e chambre civile en 2018, donc le cas a été réglé en 2018, disant que eh bien, si les appelants effectivement voulaient faire valoir leurs droits, ils sont irrecevables à demander une indemnisation correspondante aux biens qui étaient devenus sans maître, parce qu'au-delà d'un délai de 30 ans, les héritiers sont présumés avoir renoncé à sa succession, que la faculté de l'accepter ou de la répudier étant prescrite, ce délai est considéré comme suffisamment long pour que les dispositions précitées ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété au regard de l'utilité publique que peut représenter l'appropriation par une commune de terrains délaissés. Et effectivement, dans plusieurs cas, notamment en centre-ville, mais je pense aussi sur l'ensemble de la commune, avoir des propriétés délaissées qui deviennent des friches n'est pas souhaitable, et dans un contexte où on voit des gens qui cherchent et parfois ne trouvent pas sur Autun des pavillons, des maisons, en avoir qui sont encore en succession peut être sous-optimal, et remettre des biens sur le marché nous paraît important. Et à titre personnel, je précise que je ne connais pas du tout la famille et que je n'ai pas été dans les échanges parfois vifs visiblement avec une partie des successeurs potentiels. Michael Guigeot. J'entends et je comprends les propos de Frédéric Brochot sur ce sujet. Donc tu vas réaliser 2 délibérations. Est-ce qu'on ne peut pas attendre pour cette deuxième parcelle le prochain conseil du 18 décembre? Si on a attendu depuis 1976, on peut peut-être attendre 2 ou 3 mois pour avoir plus d'éclaircissement sur la situation. Alors, pour nous, la situation est claire, puisqu'on a fait les recherches. Est-ce qu'on a une délibération sur les biens vacants sans maître? J'ai pas le. Est-ce qu'on a une délibération sur les biens vacants sans maître en décembre? Non, il n'y a pas forcément de. On sera pas forcément à ce moment-là après. Pour nous, la situation est assez claire. Il y a des héritiers, mais qui n'ont pas réglé la succession. La succession est vacante depuis près de 50 ans. Et le terrain est en friche, et les recherches juridiques du service des impôts nous ont clairement... en fait, qu'on délibère ou pas, on est de fait propriétaire aujourd'hui. Donc la délibération, au contraire, permet, si les héritiers ou se considérant comme tels sont intéressés, la délibération permet d'attaquer directement. Parce que si on ne prenait pas de délibération, il faudrait qu'ils écrivent à la mairie qu'on ait un silence de 2 mois et qu'ensuite ils attaquent ce silence fautif dans les 2 mois. Donc ça donne un délai de 4 mois, alors que si on délibère maintenant, ils peuvent directement contester cette délibération. Et en toute j'allais dire amitié, ils peuvent tout à fait essayer de faire valoir leurs droits. Et donc c'est pas le fait de délibérer ou pas, parce qu'en fait on n'a pas besoin de délibération pour que ce bien entre automatiquement dans le patrimoine communal. Mais j'entends les réserves de Frédéric Brochot et de Michael Guigeot, et je vais faire du coup passer 2 délibérations. Je rappelle, la succession est compliquée, mais elle est en cours. Oui, mais c'est pour ça que je veux dire qu'à un moment donné, il va falloir faire attention quand même sur ces biens sans maître. Oui, mais c'est contestable. Mais imaginez que vous avez une succession qui est compliquée pour vous, ou ça avance pas. Je suis entièrement d'accord avec toi. Qu'on vous dise, écoutez, c'est soit, du moins, la succession n'est pas réglée, au bout, alors apparemment maintenant de 10 ans. 10 ans. Votre bien, vos biens ne vous appartiennent plus. Alors, moi, moralement, ça me choque quand même, quoi. Ouais. Voilà. Alors, j'entends 10 ans, le délai est effectivement probablement très court, et il est fait pour vraiment accélérer la remise sur le marché de parcelles abandonnées. Là, ça fait 47 ans, et il y a des mécanismes. On a une note juridique, un dossier juridique assez complet. Il y a des mécanismes qui existent pour forcer les héritiers à se positionner.
Et dans ce cas-là, ils sont pas forcément venus. Enfin, ces mécanismes n'ont pas été activés. Et donc de fait, par leur inaction, ils ont en fait de fait le bien ne leur appartient déjà plus. Enfin, c'est notre analyse. Et délibérer permet d'attaquer cette délibération et de faire valoir leurs droits. Que si on délibérait pas, ça pourrait rester. L'autre chose, c'est que c'est vraiment un bien qui, à la différence d'un autre bien qui était bien vacances en maître où il y avait un commerce qui était exploité. Là, on est sur une parcelle vraiment en friche qui plus on attend et moins elle a de valeur. Donc, moi, je m'engage en tout cas à ce qu'on soit très bienveillant avec la famille qui peut tout à fait faire valoir ses droits. Et deuxièmement, quand la délibération au bout des 2 mois sera au bout de son délai de contestation, que si la famille, le bien vaut vraiment pas grand-chose, que si la famille veut ou une personne de la famille veut acquérir le bien pour que ça se fasse vraiment à la valeur des domaines, ce qui sera proche de 0, et qui puisse être vraiment titré, parce qu'aujourd'hui en fait personne n'est titré sur ce domaine. Mais j'entends effectivement le fait, c'est aussi on est, je pense, dans les derniers cas, ça fait quand même 9 biens qu'on a sortis. On est allé avec les équipes ouvrir des biens vacants 100 mètres qui étaient vraiment complètement abandonnés, avec des forêts vierges à l'intérieur, des arbres qui poussaient dedans, de la pourriture partout. Enfin, ça permet aussi d'assainir par rapport au quartier et des voisins qui peuvent se plaindre de troubles qui sont proches. J'entends cette réserve. J'entends la réserve et la demande de faire 2 délibérations. Donc je vous propose une première délibération 3.5 qui considère la parcelle AW109. Pardon ? J'ai dit quoi ? 3.5 et puis l'autre 3.5.1 3.5.1 qui considère la parcelle AW109 47 rue de Paris, c'est un petit garage. Alors qu'on remettra sur le marché là, parce que visiblement les garages ça peut intéresser dans le quartier. Je pense que là ce sera sans contestation, puisqu'il n'y a pas eu de contestation pour le reste de la propriété attenante aux 45 rue de Paris, c'est 45 et 47. Donc sur la parcelle AW109 47 rue de Paris, il est proposé donc au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à procéder à l'acquisition et de donner pouvoir à monsieur le maire et à son représentant pour prendre les mesures utiles. Donc sur cette délibération 3.1.5, y a-t-il des oppositions, des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Je vous propose de passer du coup à la nouvelle délibération 3.5.2 qui considère les parcelles K82 et K83 au lieu-dit les Moreaux, propriété de Leonardo Zanardo, né en 1910 à Santa Lucia di Piave et décédé en 1976 à Autun. Sur cette délibération, il est proposé d'autoriser monsieur le maire à procéder à l'acquisition et de donner tout pouvoir à monsieur le maire. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des oppositions? Donc 2, Frédéric Brochot avec le pouvoir, Angéline Gorini, Florence Garnier, Anatole Sago. Y a-t-il des abstentions? Michael Guigeot. Et la délibération est acceptée à l'unanimité et je tiendrai le conseil municipal au courant de j'ai dit quoi? Ah, pardon, à la majorité. Il y en a qui suivent. On va faire une petite pause pour justement pouvoir prendre un petit café. Et je tiendrai le conseil municipal au courant des éventuels contentieux qui pourraient survenir, ainsi que de l'analyse complète de notre service juridique par rapport aux différents biens vacants en maître qui sont à chaque fois effectivement une histoire compliquée. Merci beaucoup.